Bonjour mesdames, messieurs. C'est un plaisir pour moi d'introduire cette étude qui a été conduite en partenariat et conjointement entre la DAM et la DTSI, le service géomatique et télédétection de la DTSI. Quand je dis conjointement, c'est surtout avec une participation très active, très proactive du SGT, et je tiens vraiment à les remercier chaleureusement ici aujourd'hui parce que sans leur travail, on n'aurait pas pu aboutir à ce résultat final. Donc j'ai la part belle aujourd'hui puisque je vous présente simplement le contexte. Je laisserai Fabien rentrer dans les aspects techniques parce que je ne les maîtrise absolument pas, je suis un simple utilisateur. Cette application donc, elle a pour vocation de suivre en temps réel la pêcherie palangrière calédonienne. Donc qu'est-ce que c'est d'abord que la pêcherie palangrière calédonienne? C'est une pêche qui se fait à la long line, donc c'est une palangre qui fait à peu près 70 km de long sur laquelle sont accrochés des hameçons, donc des lignes secondaires avec des hameçons. Et qui vise donc la pêche, la ressource tonnière. En Nouvelle-Calédonie, il y a 6 armements qui exploitent 16 navires, qui fait exclusivement de la pêche fraîche, donc du poisson qui est conservé sous glace, qui capture 2500 tonnes de poissons par an et qui fournit le marché local, donc vos assiettes à 80%, pour un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs et 250 emplois directs. C'est une pêche qui est certifiée responsable et qui exerce donc dans la ZE de la Nouvelle-Calédonie, et plus particulièrement donc, dans le parc naturel de la mer de Corée que vous connaissez tous très bien aujourd'hui. Alors cette activité, elle se fait bien évidemment dans le cadre d'une réglementation qui trouve son ancrage dans la loi organique et plus particulièrement à l'article 10, au 10e point de l'article 22, qui précise donc que la réglementation et l'exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques de la zone économique sont exercées par la Nouvelle-Calédonie et que pour ce faire, le gouvernement est habilité à prendre toute délibération pour la mise en place de mesures d'encadrement réglementaire de cette activité. Donc on y trouve une première délibération d'application qui est la délibération 50CP qui, elle, définit la politique des pêches de la Nouvelle-Calédonie avec des arrêtés d'application qui prévoient notamment que les armements, en échange d'une licence de pêche qui leur est attribuée annuellement de manière gratuite, jouent le jeu, c'est-à-dire nous fournissent régulièrement leurs fiches de pêche, acceptent à leur bord des observateurs des pêches et permettent le suivi par VMS, donc le suivi par satellite de leurs navires en permanence. Alors ces conditions, ce n'est pas pour se faire plaisir et ce n'est pas pour les embêter, c'est simplement pour que la Nouvelle-Calédonie puisse savoir ce qui se passe en mer, pour qu'elle puisse également et surtout contrôler et mettre en place des mesures d'exploitation durable de cette ressource et également et surtout se conformer à la réglementation internationale qui est dictée par une organisation régionale des pêches qui est la Commission tonnière de l'océan Pacifique occidental et central dont nous faisons partie, pour lesquels nous sommes un territoire participant. S'il te plaît Fabien. Alors ce suivi satellite sur lequel on va se concentrer, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Donc c'est un dispositif électronique de report automatique des positions du navire à un intervalle programmé qui sert à contrôler donc, le respect de la réglementation locale et également internationale, donc de savoir en tout moment où sont nos navires, à savoir est-ce qu'ils ne sont pas dans des réserves, est-ce qu'ils n'ont pas franchi les eaux internationales, est-ce qu'ils n'ont pas franchi une frontière et donc se retrouvent dans les eaux australiennes ou néo-zélandaises. Et donc c'est également et surtout un outil de localisation à des fins d'assistance et de sauvegarde de la vie humaine. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Donc le système est couplé au système de communication du navire. Inmarsat Wargos, c'est essentiellement Inmarsat sur la flotte calédonienne. Et il est programmé par l'autorité administrative, c'est-à-dire par nous-mêmes, via un fournisseur d'accès qui, dans notre cas, c'est la société Marlink qui est basée en métropole. Alors comment, très grossièrement, le navire est localisé donc, de manière satellite au travers d'un GPS et dans son système de communication, la Nouvelle-Calédonie, les affaires maritimes demandent au fournisseur d'accès de pousser notre clé, une clé qui nous appartient, sur laquelle l'armateur n'a pas la main et qui nous permet par la suite de demander, de programmer une émission de position satellite toutes les 6 heures, toutes les 4 heures à notre convenance, jusqu'à toutes les heures, et pouvoir également demander une position instantanée quand on le souhaite. Donc l'armateur n'a pas la main sur ce dispositif, et donc ce qui nous permet d'avoir la garantie d'un traçage sécurisé. Alors le contexte, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Tout simplement parce que le suivi VMS se fait depuis les années 2000, Julie, 2001. Au travers d'une application qui était dans un poste dédié, qui n'était pas connectée à Internet, enfin qui n'était pas
dans le cloud, dans le web, c'était un poste fixe, et qui tournait sous XP. Donc XP n'étant plus maintenu, et le logiciel qui était fourni par la société CLS, qui s'appelle Metapêche, n'étant plus maintenu non plus, on s'exposait très clairement à un crash complet du système, et donc il nous a fallu penser à le refondre. Nous nous sommes dans un premier temps tournés vers le fournisseur de solutions de suivi satellitaire de navires qui s'appelle CLS pour une proposition d'offre clé en main. Et il s'est avéré que cette solution, elle existe, elle s'appelle Themis, c'est une solution toute faite pour laquelle on a accès via Internet. Elle est très chère. Elle est très chère, c'est plus d'1 million par an pour suivre 20 navires, donc au bout de 5 ans ça fait 5 millions, au bout de 10 ans ça fait 10 millions, et c'est de l'argent qui est jeté en termes de fonctionnement et qui ne nous permet pas de développer quoi que ce soit. Donc on s'est tourné vers nos amis du SGT en leur demandant s'il était possible, en Nouvelle-Calédonie, avec leur concours, de développer notre propre application. Il s'est avéré que ça semblait être possible, donc on a écrit un cahier des charges, on a exprimé notre besoin sur un document en qualité de maître d'ouvrage, et puis on l'a soumis à lecture du SGT, qui, avec un œil bienveillant mais très précis, notamment notre ami Fabien, nous a permis de formaliser un cahier des charges qui soit audible par les personnes qui allaient y répondre. Et donc nous avons pu diffuser un appel d'offres, nous avons analysé conjointement les offres, et nous avons effectué le choix d'un prestataire. Alors j'ai vu que dans la salle, il y avait plusieurs prestataires qui ont postulé à cet appel d'offres. Et donc nous avons retenu la société Magis pour le développement de la base de données. Je ne rentre pas dans le détail, Fabien le fera très bien. Et donc la base de données a été développée par Magis, et ensuite c'est bien évidemment le SGT qui a exercé les rôles de maître d'ouvrage pour tout ce qui est cartographie, mais également d'assistant à maître d'ouvrage pour le suivi des travaux effectués par Magis et pour permettre la cohésion du projet. Donc c'est un projet qui a duré 16 mois, qui a dû coûter un peu plus de 2,5 millions et qui est opérationnel aujourd'hui. Il est opérationnel aujourd'hui donc au travers d'une application qui est accessible via une connexion Internet depuis un poste informatique, depuis un smartphone, depuis une tablette, ce qui fait que quand je vais à la commission tonnière tous les ans, je peux avoir mes navires sur mon téléphone. Donc quel que soit le lieu de connexion, qui répond en tout point aux exigences d'un VMS classique, qui est calibré selon les besoins de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est ce qui est très important, ça nous permet de jouer sur toutes les couches qui peuvent être modifiées dans le cadre de la création de nouvelles réserves. Elle est évolutive et surtout elle permet aujourd'hui, elle autorise l'accès à l'intégralité des données historiques. Il y a un tableau de bord, on verra ça après, et il y a également une application qui est dédiée aux armateurs, et donc les armateurs aujourd'hui ont accès à ce dispositif, mais en ne pouvant visualiser que leur flotte de manière sécurisée. Voilà, je redonne la parole à Fabien. Je te laisse passer les diapos. Ouais, si tu veux. Voilà, donc la solution technique est ici résumée en un schéma qu'on a essayé de faire clair, que je vais détailler après dans le reste de la présentation. Les navires sont équipés soit de balises Argo, soit de balises Inmarsat-C, qui envoient des messages de position dans des messageries dédiées, qui sont traités ensuite par des serveurs ArcGIS GeoEvent, puis intégrés, qui permettent l'intégration dans une base de données et la diffusion au travers de web services. Manuel, s'il te plaît. Les messages de position arrivent actuellement sous forme via des balises Argo et des balises Inmarsat-C. Les balises Inmarsat nous viennent de 2 opérateurs, donc ça nous fait 3 types de messages différents avec des formats différents. Les balises Inmarsat sont destinées dans le futur à devenir les seules à envoyer des positions. Elles ont l'avantage de permettre de faire du polling. Le polling, c'est programmer une balise pour envoyer des positions à un intervalle régulier, modifier ça, ou demander une position à l'instant T. Donc tous ces messages de position arrivent sur des boîtes aux lettres dédiées sur les serveurs de la DTSI et sont sauvegardés au format TXT sur réception. Continue. Je vais me passer les diapos tout seul. C'était pour que tu vois qu'il reste 10 minutes. Merci Manu.
Donc, deuxième étape, une fois que les messages de position sont sauvegardés sous forme de fichier texte, nous avons un script Python qui est planifié pour tourner toutes les 2 minutes ou 1 minute, je ne sais plus exactement, et qui nous sort des fichiers CSV qui sont plus facilement exploitables par ArcGIS Server, et qui fait également donc la gestion des erreurs et l'archivage de tous ces messages. Donc je vous ai mis des extraits de messages Argos et Inmarsat-C. Et voilà ce qu'il en sort à droite, donc un fichier de données qui comprend un identifiant de la balise qui nous permet donc de faire le lien avec le bateau, l'armement, etc. Ses coordonnées, la vitesse, le cap, et un fichier de log qui nous permet en fait de suivre le fonctionnement du système VMS. Donc ces fichiers CSV sont ensuite traités par ArcGIS GeoEvent Server qui va intégrer des données donc, dans la base de données et qui va nous permettre ensuite la publication de services de consultation. Donc je rentre juste un petit peu dans le détail du fonctionnement de ArcGIS GeoEvent Server. Vous avez un schéma assez simple en dessous pour le traitement des fichiers de log. Vous voyez qu'on a une entrée qui est le fichier log et une sortie qui est la table des logs où simplement ArcGIS GeoEvent Server ajoute les informations dans la table. Après, le fonctionnement du manager GeoEvent Server peut intégrer également des filtres et processeurs. Ce sont les petites boîtes jaunes qui ont tout un tas de paramètres. Manuel ? Voilà, maintenant je vais vous expliquer le traitement des données data. Bon, je ne vais pas le faire. Hein. Alors, simplement, on voit que sur ce schéma qu'on a une entrée, donc, qui est le fichier data, c'est en position 1. Et on a pas mal de sorties qui correspondent à l'intégration dans la base de données, mais également à l'envoi de messages en cas de problème un bateau qui passe dans une zone interdite, etc. Oui. Alors là, je résume quand même un petit peu le fonctionnement. Donc on a dans ce modèle des tests, savoir si la balise est connue. Hein, ça nous est arrivé d'avoir un dysfonctionnement avec un identifiant de balise qu'on ne connaissait pas. Savoir quelles sont les zones dans lesquelles passe le navire, donc l'intersection, le croisement avec des couches de polygones de zones maritimes, de zones réglementaires. Des tests sur est-ce qu'il est dans une zone autorisée. Dans ce cas-là, je n'envoie pas de message. Si, à l'inverse, j'envoie des messages. Donc du remplissage de champs pour la table attributaire, pour les tables attributaires, des filtres et l'écriture donc dans 3 couches. Une couche des positions historiques qui donc cumule des données depuis 2001, je l'ai, tu disais ? Ouais. Voilà. Une couche donc des positions récentes qui est la couche de travail qui ne contient que 10 jours de position. Et une couche des positions en alarme où on stocke tout ce qui a été en alarme à un moment donné. Manuel, s'il te plaît. Donc, un tout petit détail, un tout petit focus sur les web services. À retenir dans cette solution, en fait, nous avons des feature services pour les positions et les zones qui servent à intégrer les données dans la base de données et à faire les croisements. La base de données est constituée de vues dynamiques qui nous permettent donc de faire des jointures en améliorant les performances, qui nous permettent également de calculer des couches à la volée, des couches des dernières positions, des couches également, une couche de travail qui intéressait la direction des affaires maritimes, de la position à l'aube. Voilà.
Voilà, et c'est donc un map service qui sert à la consultation, et ce map service pointe sur les vues de la base de données. Manuel, s'il te plaît. Donc, tu feras appuyer un petit peu. Voilà. Donc, au final, toutes ces informations sont valorisées sous la forme d'applications de consultation pour la direction des affaires maritimes, le gestionnaire des pêches, sur la cloud Argis Online. Donc, au travers d'un tableau de bord que vous voyez actuellement, qui permet d'afficher des indicateurs donc, sur la dernière position et sur les alarmes. Et également, c'est ce qu'on voit sur la partie gauche, c'est de faire un suivi du fonctionnement du système. Un petit clic. Et également donc une application, une web app qui permet de faire des filtres, des requêtes sur l'historique, etc., d'aller plus loin. Ouais. Encore, s'il te plaît. Voilà. Et également donc une application dédiée aux armateurs qui peuvent s'authentifier et accéder aux données correspondant à leur navire. Donc cette application, c'est une web app Argis Online qui cette fois-ci est déportée sur un serveur web de la DTSI. Voilà. Manuel. Donc bon, moi, je ne vais pas revenir sur le fonctionnement. Manuel en a parlé un petit peu. Nous avons, nous, SGT, intervenu en assistance à maîtrise d'ouvrage, mais également en maîtrise d'œuvre pour les applis Argis Online. C'est la société Magis qui a réalisé le cœur du système et l'application Armateur. Et nous en sommes donc actuellement à un cahier des charges pour la version 1.1, l'application Armateur venant d'être diffusée. Voilà, je vais laisser la parole rapidement à Julie pour une petite démonstration. Oui. Ah oui. Donc il nous reste 2 minutes avant la démonstration, puisque la démonstration, ce n'est pas une présentation, c'est un exercice pratique. Donc retour d'expérience aujourd'hui, donc on a un outil moderne, fonctionnel, puissant, interrogeable en n'importe quelle circonstance, même depuis mon canapé à la maison, partageable avec le secours en mer, et ça c'est très bien également, et aujourd'hui partagé avec les professionnels, et c'était effectivement également très bien, parce que ça permet aussi de nous rapprocher d'eux, et c'est un outil évolutif, puisque aujourd'hui on est en discussion avec le SGT sur les perspectives d'évolution. L'objectif à moyen terme, c'est donc la mise en place d'un centre de contrôle et de suivi de la fréquentation humaine dans le parc naturel de la mer de Corail. Le VMS, donc le VMS qui a été développé, c'est la première brique. Nous sommes en train de penser aux briques suivantes, à savoir le suivi de l'intégralité de la fréquentation maritime dans le parc naturel de la mer de Corail au moyen de la collecte de flux de données AIS. Le suivi et la surveillance par écoute de la fréquentation des zones à fort enjeu que sont les réserves marines de Chesterfield et d'Entrecasteaux, avec un projet pilote qui va être mis en œuvre dès le début d'année prochaine, et l'affichage des déclarations de fréquentation. Voilà, donc beaucoup de travail encore en perspective avec le SGT, avec des prestataires de services et aussi avec le service des infras que je voulais remercier aujourd'hui, parce que ce sont les hommes de l'ombre, mais sans eux, ça ne va pas dans le tuyau et il n'y a rien qui marche. Voilà, je laisse la parole à Julie. Donc voilà l'application. Donc là, ce sont des données en valide, parce qu'on n'a pas le droit de vous montrer les vraies données. Donc Fabien s'est amusé à nous ajouter des petits noms sympas. Donc ici, vous voyez un affichage par défaut avec des couches réglementaires, donc les parties roses ou orange, donc avec les zones internationales qu'on appelle en bas là, où les navires pourraient potentiellement aller. Les zones ici en rose foncé où les navires n'ont pas le droit d'aller parce que c'est les ZEE de nos voisins. Et ici, les zones en réserve naturelle ou intégrale. Donc nous avons une couche de position à 10 jours, comme le disait Fabien, avec une représentation par la vitesse. Donc là, tous les points, ce qui nous permet de visualiser l'activité du navire à tout moment. En vert, par exemple, c'est le moment où ils sont en pêche. Il y a également une position ici qui ne s'affiche pas. Là, les flèches en fait, que vous voyez ici, elles ne s'affichent pas bien.
ce sont les dernières positions. Donc s'il y a un besoin particulier, on sait à tout moment où sont les bateaux. Il y a également donc, les couches de position en alarme qui, elles, n'ont pas de restriction dans le temps. Donc c'est pour ça qu'on a des positions qui sont supérieures à 10 jours. Et il y a des positions en alarme conditionnelle en fonction de la zone où se situent les navires. Donc là, par le biais de cette fenêtre, on accède donc à des données, les données VMS, les couches. Donc voilà, et ici sont d'autres représentations, toujours en lien avec cette couche-là de position récente, qui ici était basée sur la vitesse. Mais si on retire tout ça, c'est pas facile de voir là comme ça. Ici, on peut avoir par armement, par exemple, si ça veut bien venir. Non, c'est la dernière position, là, ici, par armement. Donc, on enlève l'information par vitesse. Et normalement, j'accède aussi par navire, mais pas là, pas maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ici, ça permet d'anonymiser les informations, c'est par cap. Et en cas si on a quelqu'un qui vient voir l'écran, on peut montrer ce type d'informations sans problème. Ici, en plus, on a les couches qui sont en lien avec notre activité, nous, à la Direction des Affaires Maritimes, qui nous permet d'étayer au fur et à mesure la carto. Ici, on a plusieurs types de filtres prédéfinis et filtres utilisateurs qui nous permettent de faire des requêtes. Donc soit sur un armement, soit sur juste la dernière journée, ou du multicritère ici avec des plages de date. Donc par exemple, est-ce que ça va fonctionner? On va mettre du premier. Ouais, c'est 10 derniers jours à aujourd'hui, avec juste un armement. Hop. Ça ne fonctionne pas. Ça a fonctionné ? Non. Enfin, normalement, donc, ça réduit le nombre de positions en fonction de l'armement ou bien du navire. On peut aussi faire un filtre sur une zone maritime. Mais là, ça ne marche pas. Désolée. Comment ? Oui. Ici, on a un lien pour aller vers un tableau de bord. Le temps que ça charge, je vous remontre ici. Et ici, là, cet outil-là permet de pointer sur la couche historique, donc depuis 2001, et de pouvoir faire, par exemple, des cartes mensuelles, ce dont ma hiérarchie a régulièrement besoin. Donc, du coup, là, je ne vais pas vous le lancer, parce que vu que le reste ne fonctionne pas, ça va encore moins bien fonctionner. Et donc, voilà, ça nous fait des critères multisélection. On applique et on a les informations qui viennent. Une fois que la requête est lancée, on peut également avoir accès à la table attributaire et faire des exports en CSV si on le souhaite, pour pouvoir ensuite travailler dans ArcGIS sur notre ordi. Voilà. Et là, voilà le tableau de bord. Donc, vu que c'est de la valide, il n'y a pas les indicateurs ne fonctionnent pas. Toujours est-il que le matin, quand on arrive, ce qui est intéressant, c'est de regarder ici les navires qui ont émis qui n'ont pas émis ces 5 dernières heures ou bien qui ont émis. Et en fonction, s'il n'y a pas émission, ça nous permet de prendre contact avec l'armateur pour voir ce qui se passe. Est-ce que c'est une défaillance technique ou est-ce que une quelconque information. Ici, il y a l'information sur 3 jours des navires qui pourraient être en alarme ou en alerte. Et là, de la même manière, on contacte l'armateur pour savoir ce qui se passe s'ils sont dans ces cases-là. Et ici, ce sont des indicateurs de fonctionnement du système. Donc, comme le disait Fabien tout à l'heure, avec des fichiers soit traités OK, soit non traités, parce qu'il n'y a pas de position attachée au mail.
Ces indicateurs-là représentent, eux, l'activité des navires et nous renseignent, nous, en tant que gestionnaires des pelles, sur ce que font chacun des navires. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que le temps est écoulé. Merci. Voilà. Merci beaucoup.